Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui préoccupe beaucoup de parents, la diarrhée chronique chez l'enfant. On va décortiquer ça ensemble en s'appuyant sur une approche clinique pour y voir plus clair et surtout savoir quand il faut vraiment s'alerter. Alors, la question que tout le monde se pose, à quel moment est-ce que la diarrhée d'un enfant passe de pas de chance à un vrai sujet d'inquiétude? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre le calendrier que les médecins ont en tête. Et voilà le chiffre clé, 21. 21 jours. Si la diarrhée dure plus longtemps que ça, donc plus de 3 semaines, eh bien là, on entre dans ce que les médecins appellent une diarrhée chronique. Donc pour résumer, on a cette fameuse durée de plus de 21 jours. C'est vraiment le signal d'alarme. Quand les selles restent liquides, molles et fréquentes pendant aussi longtemps, c'est le signe qu'il faut aller chercher plus loin, qu'il y a une cause sous-jacente à identifier. Bon, maintenant, on va aborder une partie qui est, je trouve, assez fascinante. C'est un peu un travail de détective. Il s'agit de décoder ce qui se passe dans la couche. Oui, parce que l'aspect des selles, ça peut nous donner des indices hyper précieux sur le problème de fond. Regardez ce tableau, il est super parlant. En gros, il nous montre les 4 grands scénarios. Si les selles sont graisseuses, brillantes, ça peut orienter vers une malabsorption, comme dans la maladie cœliaque. Si elles sont plutôt acides, mousseuses, on pense à une fermentation des sucres. Chaque description, en fait, correspond à un mécanisme digestif qui coince quelque part. C'est une vraie carte pour le médecin. Ok, une fois qu'on a ces premiers indices, l'étape suivante, c'est bien sûr la visite chez le médecin. Alors comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qui nous attend lors de cette consultation? En fait, le médecin va suivre une méthode très logique, en 3 temps. D'abord, il va poser beaucoup de questions, c'est l'anamnèse. Ensuite, il y a l'examen clinique de l'enfant. Et enfin, si nécessaire, les analyses de laboratoire. C'est vraiment une démarche méthodique pour ne rien laisser au hasard. Et les questions, elles sont super importantes. Depuis quand ça dure? Est-ce qu'on a introduit un nouvel aliment, comme du gluten ou du lait de vache? Comment est son appétit? Est-ce qu'il y a d'autres cas dans la famille? Chaque réponse est une pièce du puzzle qui aide le médecin à resserrer son enquête et à se faire une première idée. Souvent, la première chose que le médecin va demander, c'est une analyse des selles. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut bien y trouver? Qu'est-ce que cette analyse peut nous apprendre? Eh bien, pas mal de choses. On va chercher par exemple un excès de graisse, ce qu'on appelle la stéatorée, ou de protéines, la créatorée. On peut aussi mesurer le pH, voir s'il y a des sucres qui n'ont pas été digérés, ou encore débusquer des parasites ou des bactéries. Chaque résultat, c'est un nouvel indice qui pointe vers un type de problème digestif bien précis. Voilà. Donc, avec toutes ces informations en main, les réponses aux questions, les observations de l'examen et les résultats des analyses, le médecin commence à y voir plus clair. Et c'est là qu'on peut commencer à identifier la cause, qui peut aller d'un simple souci passager à quelque chose de plus sérieux. Et en général, on peut distinguer 2 grandes familles de causes. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les dyspepsies, par exemple une mauvaise tolérance aux céréales introduite trop tôt. C'est souvent bénin et ça se règle avec des ajustements alimentaires. Et de l'autre côté, il y a des pathologies plus sérieuses qui peuvent avoir un vrai retentissement sur la santé, comme la maladie cœliaque ou la mucoviscidose. Justement, pour bien comprendre la différence, prenons l'exemple d'une de ces causes sérieuses, la maladie cœliaque. C'est un cas des causes de la malabsorption et elle est déclenchée par une protéine bien connue, le gluten. Et là, c'est limpide. Quand une personne atteinte de la maladie cœliaque consomme du gluten, ça provoque une inflammation qui abîme la paroi de son intestin. Résultat, les nutriments ne passent plus, c'est la malnutrition. Mais, et c'est ça la clé, dès qu'on retire le gluten de l'alimentation, l'intestin commence à cicatriser et le corps peut à nouveau absorber ce dont il a besoin. C'est un lien de cause à effet direct. Et la bonne nouvelle, c'est que la guérison est possible. Bien sûr, ça prend du temps. En général, les symptômes s'améliorent déjà après 10 à 20 jours sans gluten. Pour que l'intestin soit complètement réparé, il faut compter entre 6 et 12 mois. C'est pour ça que le régime sans gluten est maintenu pendant au moins 2 ans, et très souvent, c'est pour la vie. Bon, on a vu l'exemple de la maladie cœliaque, mais plus globalement, peu importe la cause exacte de la diarrhée chronique, quels sont les grands objectifs de la prise en charge? L'approche est toujours double, voire triple. Primo, il faut traiter la cause, évidemment. Si c'est le gluten, on l'enlève. Si c'est une infection, on la traite. Secondo, et c'est absolument central, il faut prévenir la malnutrition. C'est le danger numéro 1. Et tertio, il faut corriger les carences qui se sont déjà installées en redonnant des vitamines, des minéraux. Et s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Le vrai ennemi, la hantise des médecins comme le dit le texte, ce n'est pas tant la diarrhée en elle-même, mais bien la dénutrition. C'est l'impact que cette dénutrition peut avoir sur la croissance et le développement de l'enfant qui est la préoccupation majeure.
Alors, après tout ce parcours, à travers les symptômes, l'enquête et les différentes causes, que faut-il faire en cas d'inquiétude pour la santé d'un enfant? La réponse est simple, et c'est l'étape la plus importante, consulter un professionnel de santé. C'est la seule et unique façon de poser le bon diagnostic et de mettre en place la bonne stratégie pour que l'enfant retrouve la santé.